disais, ce cycle du 27 au 31, qui a commencé en septembre 2012, s'est donné pour objectif de faire en sorte de faire un parcours, pour résumer les choses très simplement, dans des thématiques digitales et communautaires, on en dira un mot dans un instant, et d'essayer de voir comment le numérique, le digital transforme les écosystèmes traditionnels, les secteurs d'activité traditionnels, mais aussi comment ces secteurs continuent d'imprimer leur cadence, leur rythme ou leur histoire malgré ou via le numérique. C'est vraiment cette double histoire qu'on essaye de raconter depuis maintenant 14 petits déjeuners, qu'on va continuer de décliner aujourd'hui et qui par ailleurs est, je l'espère à peu près correctement, résumée dans une synthèse qui vous a normalement été remise à l'entrée et que vous pourrez bien sûr prendre si vous n'avez pas prise juste ici. Je vais céder, parce que je ne vais pas être long, la parole à René Sylvestre. René, merci de nous accueillir. Tu m'as dit que tu avais plein de choses à raconter sur la réputation. Surtout pas. Quand quelqu'un me dit ça, il prend un risque. Hein, parce que, oui, en général, on déborde non pas sur la matinée, mais sur l'après-midi. Donc tu vas voir, je vais être très bref. Donc d'abord, pour te remercier, pour remercier la Babel 31, parce qu'on est à la fin de ce cycle, pour le travail, j'allais dire, efficace qui est fait, à la fois dans la qualité et le contenu de ce qui est dit dans ces séances et dans ces matinées, dans le public qui est toujours nombreux. Et je crois que c'est un merveilleux exemple pour une pépinière de collaboration, mais surtout d'action de votre part, pour organiser des choses. Une pépinière, elle est là pour, bien sûr, organiser elle-même et pour faire en sorte que tout le monde puisse organiser ensemble. Hein, vous avez peut-être vu en bas ce qui a marqué, enfin, ici, c'est vivre ensemble, mais aussi faire ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que cette pépinière existe, et c'est comme ça que je crois qu'elle a une certaine réussite et peut-être réputation. Je ne sais pas si elle est I ou autre, mais réputation. Alors après tout ça, on peut dire aussi, moi, à titre personnel, juste un ou deux exemples, vous avez quelqu'un devant vous qui n'a aucune réputation. Voilà, aucune. Absolument aucune. D'ailleurs, je l'ai testé ce matin, avant de partir, auprès de mon épouse, Madame Sylvestre. Donc, et je lui ai dit, écoute, Agnès, elle s'appelle Agnès, pour ça, vous savez tout maintenant. J'ai dit, Agnès, est-ce que j'ai une réputation? Alors, elle m'a dit, arrête tes conneries, je pense que tu n'en as pas du tout. Alors, je lui ai dit, écoute, quand même, au bar des sports de notre village de Nove, alors c'est un village en Provence, nous sommes natifs de Nove tous les deux, ça, vous ne saviez pas, mais maintenant vous le savez, donc vous n'aurez pas perdu votre temps. Et si vous passez à Nove, vous êtes paumé, vous pourrez dire mon nom, normalement vous pourriez. Ouais, et je lui ai dit, enfin, à Nove. Elle m'a dit, oui, bon, éventuellement au bar des sports. Oui, tu peux avoir une réputation. Et elle a réfléchi 10 secondes, c'était le matin, d'habitude une seconde lui suffit, mais là le matin, et elle m'a dit, bon, plutôt pour le bar d'ailleurs que pour le sport. Bon, mais là aussi, après 44 ans de mariage, on peut se permettre d'être aussi méchant. Donc, elle m'a dit ça. Alors, deuxième exemple de irréputation ou de non-irréputation, j'ai eu un moment où j'ai senti le poids de la réputation. Dans ma carrière, je l'ai senti à un moment très fort. Alors, c'était pas de la réputation, mais je vous raconte cette histoire très brièvement. C'était en 1975, donc pour certains, c'était le Moyen-Âge. Hein. Il y avait encore des chevaux dans Paris, enfin, c'était un truc délirant. Il n'y avait pas de e-téléphone, il n'y avait pas un truc délirant. C'est une époque, il y avait des mobilettes, bon, mais c'était à peu près tout. Quoi. Et donc, je créais étudiant depuis un an ou deux, je ne sais plus. On était dans la dèche comme d'habitude, on n'avait pas de thune, enfin c'était le désastre. Et il y avait une dame qui s'appelait Madame Janine. Alors, attention, Madame Janine, c'est pas ce que vous croyez. Hein, enfin, du moins, j'avais aucune preuve. Et Madame Janine tenait un bouclard qui vendait la papeterie, tout ça, elle faisait des photocopies, elle nous vendait les crayons, les gommes et tout. Et chez Madame Janine, chaque fois qu'on y allait, il fallait payer. Il n'était pas question d'avoir une ardoise. Vu notre réputation, c'est-à-dire qu'on était fauchés, elle ne nous faisait pas crédit, Madame Janine. Et nous, ça nous emmerdait à la fois, parce qu'il fallait sortir l'oseille et tout, et puis bon, voilà. Et un jour, je passe, je suis interviewé pour le guide de l'étudiant, un bol terrible, à TF1 20h. Le lendemain, je vais acheter des gommes et des crayons, et Madame Janine me voit, mais avec un air complètement différent, et j'arrive pour payer. Elle me dit, c'est Sylvestre. Non, non, on va vous faire un compte. Alors je dis, mais c'est très gentil, mais pourquoi aujourd'hui? Je vous ai vu à la télévision. Alors j'ai dit oui. Elle me
expliqué à Mme Janine que la télé, même TF1, on ne payait pas. Mais je me suis dit en moi-même, un réflexe rapide, je me suis dit, si elle croit que j'ai payé, c'est qu'elle croit que je suis riche, donc elle croit qu'elle peut me faire crédit. Et voilà comment j'ai eu, grâce à ma réputation, due à la télévision, un crédit chez Mme Janine qui m'a quand même sauvé la mise d'emploi. Donc voilà les deux seuls exemples, le bar des sports et Mme Janine, où j'ai eu un peu de réputation. Pour le reste, j'essaie de vivre, de survivre, à la retraite et tout. Et heureusement qu'il y a des gens comme Abel 31 qui peuvent, à ma place, faire des choses à la fois intéressantes, intelligentes et successful. Donc je vous laisse la parole à tous pour que enfin je sache ce qu'est la réputation et comment je pourrais peut-être, avant que, comme disait De Gaulle, Dieu me rappelle à lui, avoir un peu de réputation. Merci d'avance. Je pense que vous ne me posez plus la question de pourquoi je fais régulièrement intervenir René au début de mes petits déjeuners. Et par ailleurs, je vais poser deux bonnes questions. Est-ce que la réputation, c'est la même chose que la réputation? Est-ce que c'est décliné? On va se poser la question dans un instant. Et par ailleurs aussi, c'est quoi en fait des marqueurs? Et les exemples de réputation que tu donnes sont très bons. Je pense qu'on va pouvoir le dire avec nos invités dans un instant. Alors j'aimerais justement les accueillir de ma gauche à ma droite, donc avec Loïc Bodin, juste ici, qui est donc mon premier invité, qui est à ma gauche, effectivement, et qui est country manager de boîte, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui s'appelle Mille Merci, et par ailleurs auteur d'un livre, n'hésitez pas, qui s'appelle Entreprise, gérer votre réputation. Donc on va parler dans un instant des enseignements sur les outils que tu tires de ce livre et que tu mets en avant dans ce livre. Christophe Ginisti, qui est de droite, juste ici. Christophe Ginisti, bien connu pour son blog, ginisti.com, connu aussi pour un événement qui s'appelle The Reputation War, je vous en dirai un mot dans un instant. La guerre de la réputation, on se demandera justement avec toi Christophe, est-ce que la réputation en ligne c'est devenu une guerre, on passe de le devenir. Et enfin Fabien Grenier qui a monté Trendy Buzz Institute, dont tu m'apprenais à l'instant que tu l'avais revendu, mais dont tu es toujours le directeur général. Et un exemple, tu nous présenteras cette entreprise, mais de se dire est-ce qu'on peut structurer des outils, structurer de manière très, très puissante des outils pour veiller sur sa réputation, agir dans les moments où cette réputation est peut-être mise en danger. Alors c'est justement le premier point que je voudrais dire, et je me contenterai de cette introduction avant de passer la parole à Loïc. On a souvent tendance à voir la réputation comme un danger, et on s'est donné comme objectif dans ce petit déjeuner de regarder aussi les réputations comme une chance. Une chance pour les entreprises et une chance pour les individus. Je dis ça comme présupposé parce que c'est un présupposé un peu français, on s'en est aperçu, vous pouvez d'ailleurs critiquer ce point de vue si ce n'est pas exact. C'est un présupposé un peu français de considérer les réputations comme un danger qui guetterait les entreprises, qui guetterait les individus, alors que, c'est un résumé un petit peu malhabile, mais dans la littérature plutôt anglo-saxonne, on a tendance à voir ça comme quelque chose d'un peu plus utilisé, qui est un petit peu plus un levier qu'on peut utiliser pour les entreprises. Trois axes à ce petit déjeuner, évidemment définir les réputations, parce que je pense que c'est aussi ce sur quoi on a envie d'échanger ce matin. Est-ce que le I dont parlait René est fondamentalement différent de la réputation, premier axe. Deuxième axe, regarder si la réputation telle qu'elle existe aujourd'hui est structurée par des outils, et quels outils, parler des outils ensemble qui nous permettent de gérer cette réputation. Et troisième axe de ce petit déjeuner, voir si la réputation et l'influence c'est la même chose. C'est probablement pas la même chose, donc se demander si l'influence découle naturellement de la réputation ou il faut faire quelque chose en plus pour être influent en ligne en tout cas. Voilà pour ces trois axes-là. Certains, ceux qui sont déjà venus au petit déjeuner, connaissent le principe. On essaye d'être court dans la prise de parole, je ne vais pas donner l'exemple, et on essaye ensuite d'échanger avec vous au bout d'une trentaine, 35 minutes pour avoir un maximum de chances de retirer des choses de ce petit déjeuner. Loïc, la réputation, est-ce que c'est différent de la réputation et c'est quoi la réputation? Bonjour à tous, merci Vincent de nous inviter, merci René, et puis merci à tous d'être là parce qu'il est tôt, donc c'est pas forcément facile. Effectivement, la réputation diffère un petit peu de la réputation traditionnelle à travers notamment la structuration et le fonctionnement du marché réputationnel. C'est-à-dire qu'on avait un nombre d'acteurs qui était limité, avec un nombre d'informations limité également, et des canaux de transmission qui étaient limités
dans le marché réputationnel avant Internet. Et aujourd'hui, la multiplication des informations, la multiplication des acteurs, la multiplication des canaux fait qu'il y a de nouveaux biais qui apparaissent, de nouveaux canaux de transmission, et donc il faut savoir s'y adapter. Après, il y a certaines choses qui restent les mêmes, notamment le fait que la réputation, elle se construit comme les réputations à travers un système de croyance qui est a priori, c'est-à-dire que les informations arrivent auprès de groupes sociaux qui jugent ces informations en fonction de leurs propres croyances et de leurs propres valeurs. Ça, c'est un fait, enfin, je pense que je ne suis pas trop en désaccord avec vous, qui est notamment analysé, et je remercie Christophe de m'avoir fait lire cet auteur, par Gérald de Bronner, qui a écrit un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle La démocratie des crédules. Je vous le recommande vivement. J'essaie d'être court. C'est parfait. Alors, dans ton blog, Christophe, justement, tu te présentes avant tout comme un citoyen engagé, mais un citoyen engagé à l'ère du numérique, avec un postulat qui est, tu as créé un événement, je le disais en introduction, qui s'appelle The Reputation War. En complément de la définition de la réputation de l'ingénierie, la réputation, est-ce que c'est une guerre? Alors, bonjour et merci. Merci de m'avoir invité, merci à Madame Janine peut-être d'avoir financé cette maison, contribué à son financement. La mienne s'appelle Madame Michel. C'est marrant, juste en bas de ma première entreprise, elle s'appelait Michel. Et elle tenait un petit trophée. Enfin, ouais. La raison pour laquelle j'ai créé un événement, une conférence qui s'appelle Reputation War, dont la prochaine édition sera le 16 janvier à Paris, et que je voulais interpeller les gens en disant attention, si vous ne vous intéressez pas à votre réputation, et notamment à la partie online de la réputation, vous courez devant de très grands dangers. Parce que la réputation, en fait, j'ai une formule que je vous propose qui est de dire qu'on travaille son image, mais on récolte une réputation. C'est-à-dire que la réputation, c'est la transitivité, c'est ce que vous renvoient les gens. Et ce que vous renvoient les gens à travers ce qu'ils ont compris de vous, à travers ce qu'ils pensent de vous, à travers ce qu'ils assumaient que vous étiez. Et en fait, la réputation est fondamentale parce que la réputation, c'est le signe de la compréhension, c'est le signe de ce que vous avez dit, du retour, c'est le retour, c'est l'expression du retour. Et si c'est tellement traumatisant aujourd'hui, à l'heure de web social, c'est que ce retour, il est massif, il est violent, il est très audible et il est très sonore d'une certaine manière, et parfois traumatisant. Il y a quelques années, puisque j'ai commencé à travailler dans ce métier de la communication il y a près de plus de 20 ans, finalement, on entendait peu le retour des foules, on entendait peu le retour des consommateurs, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas de médias pour s'exprimer. Et un consommateur ou une série de consommateurs qui étaient mécontents pouvaient l'être en silence. Ce qui faisait en fait les beaux jours des marques qui continuaient à communiquer, continuaient à affirmer, continuaient à déclamer leur message et leur stratégie, et dérouler leur stratégie de communication. Ce qui est traumatisant, et c'est la raison pour laquelle on s'est mis à parler de e-réputation il y a quelques années, c'est que finalement le web a été une chambre d'écho d'une violence absolument inouïe pour les organisations. C'est-à-dire qu'elles continuaient à communiquer, elles continuaient à déclamer, mais pour la première fois, elles avaient en direct, et sans le vouloir, eh bien, toute une série de gens, une idée de ce que les gens pensaient d'eux. Et en fait, on s'est dit, d'abord, on va parler de e-réputation parce que ça se passe sur Internet, avec tout un tas de condescendance, avec une sorte de condescendance qui dit, bah voilà, c'est pas comme ça, ma réputation, c'est pas ma vraie réputation, c'est une réputation qui est sur Internet. Et pour beaucoup de gens, c'était finalement facile de dire, c'est la e-réputation. C'est quelque chose d'à part, c'est pas ma vraie personnalité, c'est pas ma vraie réputation, c'est ma e-réputation. Avec des gens qui, comme Seguela un soir, qui a dit sur le plateau de Laurent Ruquier, Internet est la pire saloperie inventée par l'homme. Et il parlait à ce moment-là, il réagissait à ce moment-là aux attaques dont était victime Julien Drey, notamment sur Internet, qui étaient extrêmement malmenées suite à des histoires sur lesquelles il était potentiellement impliqué. Mais en fait, c'est ça qui est. Donc on a parlé dans un premier temps de e-réputation, parce qu'on s'est dit, mais finalement, on a une réputation qui est une réputation policée, courtoise, polie, entre
entre les gens dans la vraie vie. Et puis on a cette espèce de irréputation qui est déchaînée sur Internet avec des gens qui disent tout et n'importe quoi sur vous, qui vous insultent, qui vous malmènent, qui vous maltraitent, etc. Ça, c'était il y a encore quelques années. Et si, j'en ai discuté beaucoup avec Loïc, dont je vous conseille le livre, c'est un livre très brillant. C'est un livre très brillant. Je ne le dis pas parce qu'il est là, il me l'a donné, il me l'a offert. Je ne le dis pas parce qu'il me l'a offert. C'est un livre brillant parce que c'est un livre, et je ne le dis pas non plus parce qu'il m'a interviewé dans ce bouquin. C'est plus crédible, c'est ça. Je dis ça parce que Loïc a eu l'intelligence d'interviewer beaucoup de personnes et finalement de nourrir son propos de beaucoup de retours d'expérience. Et ce n'est pas un livre qui est incantatoire sur la réputation, c'est un livre qui part d'expérience et de retours d'expérience, et rien que pour cette raison, vous devriez tous l'acheter à partir de juste après cette revue. Mais la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui il est impropre de parler à nouveau de e-réputation, c'est qu'on ne peut plus distinguer ce qui est sur Internet de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que cette séparation, encore une fois, un peu méprisante, un peu condescendante vis-à-vis d'Internet, en disant voilà, tout ce qui est sur Internet c'est sale, et tout ce qui est dans la vraie vie c'est correct, eh bien vous ne pouvez plus la faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias sociaux sont devenus mainstream, c'est-à-dire sont devenus principaux. Et en fait, c'est exactement, j'en parlais à Vincent, c'est exactement comme si, pour prendre une image, prenez un verre d'eau et mettez-y un peu de sirop de grenadine, de pêche, de ce que vous voulez, pas de ricard forcément, et observez ce qui se passe. Dans un premier temps, vous pouvez très nettement distinguer la couleur du liquide que vous venez de mettre, la grenadine, la menthe, ce que vous voulez. Et puis, dans un second temps, vous remuez tout ça et la couleur est uniforme. Vous distinguez plus ce qui était transparent, la couleur de l'eau, de ce qui était rouge, la couleur du sirop. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est exactement là-dessus que je voudrais finir sur mon propos, c'est la réputation. Il y a quelques temps, c'était e-réputation parce qu'on pouvait isoler le web. On pouvait dire que le web était un monde à part, un monde où se rencontraient un petit nombre de gens avec des coutumes un peu bizarres et un peu violentes. Donc c'était la couleur du sirop rouge, qui est une petite partie de l'opinion. Aujourd'hui, le sirop s'est répandu dans l'ensemble du bocal, dans l'ensemble du liquide, et en fait on ne distingue plus ce qui est du domaine du web de ce qui ne l'est pas. Et la réputation aujourd'hui c'est ça, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut plus parler de e-réputation, parce que à chaque moment de notre vie, à chaque moment de nos journées, nous ne nous arrêtons pas de faire des allers-retours entre le web et ce qui n'est pas et ce qui est offline. Merci beaucoup Christophe. Donc j'en retiens un élargissement des canaux, beaucoup plus de canaux de diffusion, donc une complexité sur la réputation, une complexité réputationnelle, un mélange offline-online dont on a beaucoup parlé ici pendant le petit déjeuner précédent, qui crée un concept finalement qui ne diffère plus tellement de la réputation. Justement, Training Buzz Institute, c'est censé, je vais nous en dire un mot plus complet dans un instant, capter les signaux forts ou faibles de cette réputation en ligne. Est-ce que cette définition-là que je viens d'essayer de résumer te convient? Bonjour à tous. Peut-être une petite histoire dans le prolongement de ce qu'on se dit là. J'ai rencontré Christophe en mars 2006. J'habitais à Aix-en-Provence à l'époque. J'avais créé une web agency en l'an 2000 et on s'était proposé de mesurer la visibilité des blogueurs à l'époque dans le cadre de la présidentielle de 2007, puisqu'on parlait énormément de ce nouveau pouvoir, on parlait des blogs comme de Twitter aujourd'hui, et on se demandait quel était le pouvoir réel de ces blogueurs dans l'opinion. Et donc on a commencé par ce baromètre de la visibilité des personnalités politiques, en essayant de segmenter la visibilité générée par les journalistes d'une part et par les internautes d'autre part. Donc c'est avec ce baromètre qu'on est allé voir des agences RP, par exemple parisiennes, en disant on est en train de créer un outil, et des bêta-testeurs comme Christophe nous ont dit si vous êtes capable de transposer cette techno à nos problématiques business, il y a certainement de très belles choses à faire. Et puis, donc on a commencé par les blogs, et puis très rapidement, les clients nous ont demandé d'intégrer les forums. Il y a énormément de conversations dans les forums. Alors, des conversations pertinentes, puisqu'il y a des insights consommateurs fantastiques. En revanche, ce n'est pas très visible. Du coup, on nous a demandé d'intégrer les médias en ligne, les journalistes, parce qu'on se dit, d'une part, il y a ce que disent les consommateurs spontanément à propos des marques, mais ils réagissent bien souvent à ce que disent les journalistes. Donc on a besoin de comprendre comment se propage cette information.
Et puis Facebook a déboulé, puis Twitter, et l'idée c'est de capter le maximum d'informations le plus rapidement possible. Et vous me voyez venir, on travaille avec des banques d'assurance depuis des années comme Groupama, et des services numériques traquent la réputation des marques, donc l'impact de tout ce qui est initié par les marques sur la toile. Et puis, dans les services RP, les services de relations publiques classiques, on fait le même travail, mais sur la télévision et sur la presse. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens à temps plein, sur des fichiers Excel, qui sont chargés de reconsolider toutes ces informations, la TV, la presse, les médias en ligne, le web social, pour les nourrir les dirigeants, les décideurs. Et ces clients nous ont dit, mais si vous êtes capable de tout mettre dans une seule base de données, c'est-à-dire ma presse le matin à 6h30, mes dépêches FP en temps réel, si vous êtes capable d'intégrer la télé-radio avec du speech-to-text, avec des algorithmes capables de transposer automatiquement ce qui se dit en texte, plus les conversations des consommateurs, des experts, des collaborateurs dans une seule base de données, on pourra avoir des indicateurs uniques et on pourra mesurer très simplement l'impact de ce qui est dit par les marques, d'une part, et puis d'autre part, effectivement, détecter des signaux faibles, des sujets émergents dans les conversations spontanées des consommateurs, des citoyens, des experts, etc. Tout ça pour vous dire qu'on parlait de mon point de vue de réputation, parce que le canal web était nouveau, et donc il y a eu des experts sur ce nouveau canal, mais le web est le prolongement de la vie, il n'y a pas le web et la vie, c'est juste un canal de plus qui change la donne, et à mon avis, l'avenir appartient à ceux qui sont capables de suivre la propagation de l'information en temps réel sur l'ensemble de ces canaux et d'observer comment l'information circule. Je m'arrête là. Pour le moment, merci beaucoup. Justement, je pense qu'à ce stade de la définition, évidemment cette définition elle sera amenée à évoluer et on échangera avec vous là-dessus. On peut peut-être entrer dans la partie des outils. Pour dire les choses, quand on fait une recherche assez rapide sur la réputation, vous êtes des spécialistes, mais quand on fait une recherche assez rapide, on se rend compte que les outils ont envahi le web. C'est-à-dire que la première chose qui tombe, c'est comment nettoyer sa réputation. Si ça veut dire quelque chose, c'est comment faire en sorte qu'elle soit meilleure, etc. J'aimerais qu'on regarde la pertinence d'aller directement dans les outils quand on parle de réputation, peut-être de manière un peu concrète, regardez c'est quoi ces outils, si on doit les résumer dans un premier temps, peut-être avant d'aller un peu plus loin dans des exemples. Effectivement, ça fait sens avec la première question, parce que dans le passage de la réputation à la irréputation, il y a un élément qui est essentiel, c'est la mesurabilité. On a des outils maintenant pour pouvoir mesurer cette réputation. Avant, il fallait aller effectivement dans le café des sports voir Madame Janine, et c'était à ce moment-là qu'on pouvait sonder. Maintenant, des outils existent, alors très élaborés comme le Trendybuzz Institute, ou bien des outils un petit peu moins élaborés, mais qui suffisent parfois à gérer sa réputation et en tout cas à faire une veille. Une dimension qui est extrêmement importante dans la réputation, quand on parle des outils, c'est la veille. Ensuite, il y a l'édition et ensuite l'interaction. Donc ces trois catégories d'outils-là sont absolument essentielles. Après, mon propos est de dire qu'il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les outils. Les chiffres, les outils, ce sont des choses qui sont essentielles, qu'il faut savoir maîtriser, mais surtout, il faut savoir les activer, les interpréter. Donc il faut mettre derrière, par exemple, quand on récolte des données, c'est ce qu'on fait chez Merci, quand on récolte des données sur les clients, des données comportementales, des données nominatives, etc. Des ingénieurs qui font ça très très bien, mais ensuite toute une équipe de marketeurs qui font le message pour pouvoir les interpréter et adresser les bons messages de communication sur les bons canaux et aussi au bon moment. Voilà. Donc les outils, oui, mais avec une dimension marketing derrière et avec un focus sur les parties prenantes. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus parce que effectivement il y a beaucoup de bruit sur Internet, il y en avait avant, mais là il est plus visible et il reste longtemps visible. Il faut absolument se focaliser sur nos parties prenantes. Donc c'est avant tout les clients, les prospects, ça peut être les investisseurs, Madame Janine. Donc il faut vraiment avoir cette ligne de lecture-là quand on regarde les outils. Merci Loïc. La veille, l'édition, l'interaction, trois dimensions de la réputation quand on parle d'outils. J'aimerais qu'on se concentre en fait sur l'interaction, parce que la veille, je pense que ça parle à tout le monde, l'édition aussi potentiellement.
l'interaction. En fait, tu as commencé ton propos comme ça, Christophe, puisque tu as dit, sinon la lettre, du moins l'esprit, tu as dit, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est très horizontal, avec effectivement tout le monde peut laisser une trace sur une entreprise, sur un individu, sur le web, d'où la violence que tu évoquais au début. Alors, sur cette interaction, qui est peut-être la partie la plus compliquée de la réputation, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des outils? S'il n'y a pas d'outils, est-ce qu'il y a des solutions au cas par cas, avec des règles qui se dégagent de ça? C'est vraiment sur cette partie que j'aimerais me concentrer maintenant. Alors c'est vrai que cette violence, ces interactions, elles sont massives. Personnellement, j'ai une vision des choses qui est la suivante. Je pense que la foule est devenue un média à part entière. Et que la foule est devenue un média à part entière. Et quand on fait la distinction entre les nouveaux médias et les médias traditionnels, il ne faut pas la faire à travers un média traditionnel, c'est la presse, et nouveaux médias, c'est les blogs, c'est en ligne, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que vous êtes en ligne que vous êtes un nouveau média. Mais le nouveau média, le vrai nouveau média, pour moi, c'est la foule. C'est-à-dire qu'on est au contact, les marques sont au contact direct des parties prenantes, de leurs consommateurs, de leurs prospects, de leurs anciens clients, de leurs clients, contents, pas contents, etc. Et que finalement, on s'aperçoit que la foule, au direct, est un média. Et comme la foule agit se rencontre sur les médias sociaux, et bien sur les médias sociaux, eh bien, on peut mesurer ce que la foule va dire, ce qu'une communauté va dire. Et je vous invite à lire notamment un excellent bouquin d'un type qui s'appelle Henri Verdier, qui est directeur d'Etalab et qui a écrit L'âge de la multitude. Et ce livre est très intéressant parce que justement il présente la foule, donc lui il n'appelle pas ça la foule parce qu'il trouve que la foule c'est trop globalisant. Il appelle ça des multitudes. Il se dit chaque organisation est au contact direct d'une multitude qui est en fait un groupe humain qui va agir et qui va faire ce genre de choses. Alors pour répondre à ta question, comment on mesure ça? Eh bien, la deuxième partie de ma théorie, c'est de dire que si la foule est un média, son moteur est fait d'émotions. C'est-à-dire ce que les gens partagent entre eux, ce ne sont pas des informations, ce sont des émotions. Et pour moi, les émotions sont le moteur principal des médias sociaux. C'est pour ça que c'est tellement violent. C'est que, en fait, quand on a une information, l'information, on la stocke quelque part, on sait quelque chose, on a appris quelque chose, fin de l'histoire. Une émotion, c'est quelque chose, et une information, on ne la partage pas. Par contre, une émotion, l'émotion que va provoquer une information, ça, on va partager. Et d'une certaine manière, on se rend compte que la complexité des outils, et Fabien pourra probablement témoigner, la complexité des outils, c'est au-delà du recueil des données, qui sont massives, eh bien, il faut être en situation aujourd'hui de mesurer non pas uniquement ces données, mais de faire que la mesure de ces données nous indique une direction pour la mesure des émotions. Parce que finalement, c'est ça qu'il faut mesurer. Et c'est pour ça que la précédente édition de Reputation Noir qui avait eu en janvier dernier, j'avais appelé ça les foules sentimentales. C'est-à-dire que j'avais finalement dit que ce qui est important dans la réputation, c'est de mesurer le sentiment des foules. Et ce sentiment est évidemment la chose la plus difficile et délicate à mesurer, mais c'est exactement ce qu'il faut mesurer parce que finalement la foule nous donne l'opportunité de pouvoir l'écouter et si on se met non pas à collectionner les données mais à collectionner les sentiments, eh bien on a bien avancé. Oui, j'allais dire, merci beaucoup Christophe, même question pour toi Fabien sur les interactions et du coup par exemple peut-être concrètement nous dire comment chez Famous Buzz on arrive à mesurer et à récolter, à mesurer et à adapter ces éléments. Ouais, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Si on doit essayer de trouver quelques étapes, la première c'est de collecter le maximum d'informations concernant une marque, une problématique, un individu, donc quel que soit les canaux, TV, presse, médias web social, etc. On récupère cette information. À mon avis, la première étape consiste à voir tout ce qui est impact généré par la marque, tout ce qui a été initié, donc toute la ligne éditoriale, toutes les émotions poussées par une marque, voir si elle trouve un écho, des conversations, si cette information se propage. Deuxièmement, capter tout ce qui est dit spontanément sur cette marque. Et donc très rapidement, c'est de se dire quelle est la
donc là on pourrait entrer dans une unité de mesure, mais également qualitativement, est-ce que les retombées sont positives, négatives, neutres, quels sont les termes les plus utilisés, quels sont les hashtags les plus utilisés sur Twitter, de façon à récupérer cette information et à produire des réponses et une conversation en temps réel. L'objectif, c'est d'entrer dans la conversation, puisqu'une émotion se partage en temps réel. Le deuxième élément, c'est de comprendre comment ces centaines de millions de consommateurs se regroupent sur la toile. Ce qui pense dans la vraie vie, effectivement, il faut discuter, il faut observer, c'est long, c'est très intéressant. Sur Internet, il y a des traces qui sont laissées par les individus, quels qu'ils soient, quelles que soient les parties prenantes. Donc par exemple, des liens hypertextes. J'ai un blog, j'adore un autre blog, je vais faire un lien vers cet autre blog. Un tweet m'intéresse ou m'émeut, je vais pouvoir le retweeter. Et l'idée, c'est de regrouper ainsi des individus par communauté d'intérêt. Chaque fois qu'ils parlent de même sujet, lorsqu'ils partagent des thématiques, en fait, on a la possibilité de les regrouper dans des sphères, et ainsi on va pouvoir comprendre par rapport à une marque qui parle de quoi. Par exemple, un nouveau film, les gens vont tous parler du film, mais certains vont parler des comédiens, d'autres du réalisateur, d'autres de la production, d'autres des cinémas, etc. Et je vais pouvoir comprendre quels sont les éléments, quels sont les leviers par lesquels je dois entrer en relation avec eux. Ça fonctionne également pour la politique, pour des problématiques corporate, etc. Donc, mesurer l'impact médiatique, la visibilité, tout ce qui est initié par la marque, comprendre tout ce qui est dit spontanément par les consommateurs sur les sujets qui m'intéressent, qualitativement, quantitativement, regrouper ces individus par communauté d'intérêt de façon à entrer avec eux en discussion et les activer, construire ma communauté, produire du contenu pertinent sur la toile et co-produire du contenu pertinent sur la toile avec eux. Merci beaucoup Fabien. Alors, il y a quand même, je pense, à un moment on aura une discussion, des exemples de crises de réputation qui peuvent être plus ou moins bien gérées. Dans le livre, Loïc, tu en parles. Peut-être que cet exemple concret nous permettra de rebondir ensuite sur le troisième temps, la notion d'influence. Parce qu'on peut passer de réputation à être influent en ligne. Ces crises de réputation, certaines sont bien gérées, d'autres pas. Pourquoi? Oui, effectivement, je prends l'exemple dans le livre d'un cas qui est devenu un cas d'école un peu iconique, qui est celui de KitKat. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité détournée. Ça se passe dans un bureau. Un type prend une pause, il ouvre son petit sachet de KitKat, il croque dedans, et en fait c'est un doigt d'orang-outan. Donc il y a du sang qui tombe, et c'est assez répugnant. Allez voir, c'est encore sur YouTube. C'est un très bel exemple de clip détourné. KitKat, quand il voit le clip apparaître, donc c'est Greenpeace qui publie ce petit clip, est absolument terrorisé. Comment on réagit face à ça? Ma réputation est complètement en danger. Et donc il m'a dit qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont attaquer tous les gens qui reprennent la vidéo, ils suppriment les commentaires. Donc ils ont une attitude extrêmement agressive envers l'ensemble des internautes. C'est évidemment un cas de très mauvaise gestion de la réputation, parce qu'ils réagissent par la menace et la censure. Bon, du coup, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est évidemment ne pas être agressif envers ceux qui s'expriment, mais intégrer cette information pour engendrer un dialogue. En fait, la cause réelle de cette crise, et les crises sont très rarement digitales, en fait. Elles prennent leur source ailleurs que dans le digital, dans la vie réelle. Dans le cas de Greenpeace et de KitKat, le problème, c'est que Nestlé, du coup, qui est KitKat, n'était pas en discussion avec Greenpeace. Greenpeace avait alerté plusieurs fois Nestlé en leur disant attention, vous faites du mal aux grands singes de Malaisie parce que vous utilisez de l'huile de palme pour faire vos produits KitKat, et du coup on va se fâcher si vous n'entrez pas en discussion avec nous. Bon, Nestlé, étant assez sûr de soi, a dit on n'en tient pas compte. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est cette vidéo qui a été absolument catastrophique pour eux. Donc, ce qu'il faut anticiper, c'est les causes réelles. Enfin, ce qu'il faut retenir, ce sont les causes réelles qui s'expriment dans une crise digitale et savoir y répondre et évidemment les anticiper. Merci de cet exemple. Peut-être, Christophe, rebondir là-dessus. Est-ce que du coup, gérer sa réputation, c'est
engager un dialogue avec ses pairs sur un média qui est désormais horizontal, c'est-à-dire ceux qui sont ses clients, ceux qui sont ses fournisseurs, ceux qui sont ses followers d'une manière générale? Oui, même, et je dirais même qu'il ne faut pas attendre d'avoir une crise pour dialoguer avec les gens. C'est quand même incroyable. Je voyais il y a pas longtemps, j'assistais à une conférence où une grande banque dans un pays d'Asie venait faire une présentation en disant en 2013 on a eu une crise réputationnelle et donc on a appris que maintenant il fallait communiquer avec les gens, dialoguer avec eux. Et j'étais dans le débat et je leur ai dit mais c'est quand même un petit peu problématique de se dire qu'en 2014, vous soyez en train de vous rendre compte de l'importance du web social. C'est quand même assez colossal. Donc en fait, l'idée c'est ça. Donc la première chose, c'est pas d'attendre d'avoir une crise pour dialoguer avec les gens, c'est d'installer, de profiter des technologies Internet pour entamer ce dialogue tout de suite. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les crises vont arriver. Je veux dire, c'est même pas une spéculation, c'est même pas du domaine de la probabilité. Toutes les organisations, mais il n'y en a pas une, quelle que soit l'organisation pour laquelle vous travaillez aujourd'hui ou vous travaillerez demain, toutes les organisations vont connaître des crises réputationnelles. Peut-être pas très graves, peut-être pas comme Greenpeace à l'échelle mondiale, Nestlé à l'échelle mondiale, mais toutes vont connaître des crises. Ça va être un employé qui n'est pas content, ça va être un fournisseur qui n'est pas content, un client qui est lésé, n'importe quoi va générer potentiellement une crise. Et il ne faut pas non plus oublier que la crise réputationnelle peut également être positive, parce qu'on a parlé de Greenpeace avec une attaque, mais il y a eu un truc qui s'est passé il y a 2 ans, je crois. Seb, aux États-Unis, avait eu à gérer un tweet de Oprah Winfrey un jour, Oprah Winfrey, qui est probablement l'une des personnes les plus influentes, là je fais la transition avec du web américain, qui un jour a publié une photo d'elle-même avec une friteuse, en disant « cette friteuse a changé ma vie ». Et en fait, elle a des millions de followers sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé pour Seb le jour même du tweet, l'action de Seb aux États-Unis a cru de 20%. Vous vous rendez compte de l'impact de ça. Et Seb en incapacité totale de pouvoir gérer ça, cet afflux de demandes, cet afflux de réputation, etc. Parce que Oprah se montre avec cette friteuse en disant cette friteuse a changé ma vie, parce que c'est une friteuse qui me permet de faire des frites avec simplement une cuillère à soupe, une cuillère à café d'huile, et non pas de les plonger, etc. Bref, ça c'est une crise réputationnelle aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les crises où on vous attaque, on vous dit des méchancetés, on vous dit des choses qui ne sont pas agréables, ce type de crise. Donc pour ça, il faut être prêt. Et il faut utiliser des technologies comme celles que vend Fabien, qui sont des technologies qui vont vous permettre de capter ce que pensent les gens, ce que disent les gens de vous, parce qu'il faut être prêt à réagir extrêmement vite. Merci Christophe. On avait dit effectivement à un moment de ce petit déjeuner, on allait insister aussi sur l'aspect positif, et une crise n'est pas nécessairement effectivement négative, elle n'a pas nécessairement un impact négatif, la preuve. Néanmoins, en l'occurrence, Seb n'a pas su, je crois que quand Oprah Winfrey a tweeté, la friteuse en question était en rupture de stock dans l'après-midi. Ça va être une certaine efficacité en tout cas de son tweet de sa part. Très bien, dans le titre du petit déjeuner, il y a, je crois qu'on en arrive à ce moment-là, il y a le mot mythe, parce qu'on a dit voilà, il y a des enjeux, on va essayer de les regarder rapidement ensemble. Il y a une réalité dont on essaye de donner une perspective, il y a aussi des mythes, ces mythes qui sont souvent dans le regard des clients, ceux qui viennent, c'est normal. Ils se disent, il y a peut-être telle et telle règle. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, on vient de parler de crise de réputation, qui sont fréquents et qu'on devrait, quand on est un spécialiste comme toi, sur lesquels, pardon, pour parler correctement français, et sur lesquels on doit insister et mettre en garde les prospects ou les clients? On entend souvent où certains proposent de nettoyer le web, les nettoyeurs du web. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, je crois. Toute l'importance en fait de démarrer très très tôt. Écoute, tout démarre de là, mais c'est comme dans la vie, on s'installe dans un nouvel appartement, on rentre dans une nouvelle société ou dans un nouveau club de sport. On commence par observer les gens, à voir qui ils sont, quels sont les sujets qu'ils abordent, où ils travaillent, etc. Lorsqu'on est une marque, c'est juste la moindre des choses, c'est de se dire quels sont mes clients, quelles sont les différentes parties prenantes, quels sont mes partenaires, quels sont mes concurrents, comment les gens parlent de tout ça, comment ils sont organisés,
comment ils propagent l'information. Est-ce qu'ils reprennent mon information? Est-ce qu'ils reprennent tel ou tel expert, tel ou tel média? Et l'idée, c'est mieux je comprends qui m'entoure et comment les choses s'organisent, et mieux je serai en mesure de faire résonner mes messages d'une part, de détecter des sujets potentiellement sensibles ou des opportunités, de façon à jongler, de façon à en tirer profit-bénéfice. Et ce n'est pas juste écouter, parce que cela signifie qu'en interne, je dois pouvoir me restructurer pour prendre des décisions plus rapidement. C'est-à-dire que pour Seb, pour Nestlé, l'idée c'est de pouvoir détecter effectivement le signal, mais ensuite pouvoir réagir et pouvoir rebondir de façon à produire la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes. On est vraiment dans la conversation. Je détecte un risque, je dois immédiatement pouvoir répondre à la question. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que c'est le débat du community manager. Il y a quelques années, lorsqu'on était sur l'e-réputation, les community managers étaient des étudiants, bien souvent, voilà, c'est un stagiaire et il fait du community management, mais on s'aperçoit de l'importance des risques et des opportunités, et les réponses font souvent appel à des experts, à des spécialistes. Donc on doit être capable à n'importe quel moment de pouvoir solliciter un expert, avoir l'information, et puis après l'information, il faut la mettre en scène. Donc est-ce que c'est une infographie, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un message? Activer le bon canal au bon moment de façon à ne pas perdre le contrôle. On ne peut jamais contrôler, mais en tout cas on peut rentrer dans le tempo, on peut influencer et on peut co-créer, co-produire. Tout ça pour dire qu'à aucun moment il ne faut subir ce temps-là, il faut pouvoir le dompter en s'organisant très haut dans les entreprises. Et c'est ce que réussissent certaines d'entre elles. Merci beaucoup. Alors on va se laisser 2-3 minutes supplémentaires sur la notion d'influence, peut-être commencer à échanger avec la salle, parce qu'on s'est fait 35-40 minutes qu'on parle. J'ai failli faire la transition, tu me l'avais préparé, la transition sur l'influence, mais du coup, on a discuté du mythe éventuellement dans le regard du client. L'influence, est-ce que c'est la même chose que la réputation? Probablement pas. Comment on peut, dans un premier temps, lier ces deux notions? Alors, de la même manière que tout à l'heure je disais que les réputations ça n'avait pas de sens, pour moi le mot influence n'a pas de sens non plus. Vous allez dire les chiens, mais en fait, moi je préfère au mot influence le mot affluence. Si vous voyez la différence. Ah oui, je parle de affluence. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'une des capacités de ce que l'on appelle l'influence sur le web, c'est la capacité à générer du fluide, à générer du mouvement. Et ce que je pense, c'est qu'on est véritablement influent lorsque l'on est un affluent, c'est-à-dire lorsque l'on est quelqu'un ou une source qui va générer une réaction. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, que le web social a comme moteur les émotions, eh bien, pour être influent, ou affluent, si vous préférez, eh bien, il faut être inspirationnel. C'est-à-dire qu'il faut inspirer ses émotions, être en capacité d'inspirer ses émotions. Et la recette de l'influence, c'est de considérer qu'il n'y a que d'influence que lorsqu'il y a un affluent, lorsqu'il y a du mouvement, et quand ce mouvement est perpétuel, et que ce mouvement est généré par une inspiration qui est potentiellement une inspiration émotionnelle. Je suis désolé si ça me paraît un peu ésotérique ce que je vous raconte, mais je pense sincèrement, alors je ne sais pas si je l'exprime correctement, mais je pense sincèrement. Tout ce qui compte, c'est le mouvement. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'un liquide dans lequel vous mettez du sirop. Eh bien, le web, c'est ça. Le web social, c'est ça. Il y a toujours ce liquide, cette fluidité. Et l'influence, c'est la capacité à créer ce mouvement. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot affluent, parce que affluent est quelque chose que l'on utilise aussi pour les rivières qui font des fleuves et qui se jettent dans la mer. Donc j'aime bien cette idée. Merci beaucoup. Même question, Loïc. Est-ce que l'influence en ligne découle de la réputation? Toi qui as fait une étude donc qui s'est approfondie sur ce thème, et comment? Je partage assez ton point de vue que l'influence en soi, ça n'a pas trop de sens, parce que l'influence, elle se pense en fonction d'un groupe auprès duquel on est influent. Donc il faut d'abord déterminer ce groupe-là. La deuxième chose, c'est que la réputation, elle est faite par les autres. C'est pas nous qui la faisons. On la prépare, on l'anticipe en construisant son identité, son image, et ensuite on la surveille, mais c'est les autres qui la font. Et donc il faut être un petit peu malin. Pour être influent, il faut penser le coup d'après, c'est-à-dire ce que les autres vont dire de nous, comment ils vont le partager, comment ils vont le formuler,
Et donc, ça veut dire penser encore plus en amont quels sont les systèmes de croyances, quelles sont les valeurs des groupes sociaux auxquels on s'adresse. Je parlais, pardon, je reviens un tout petit peu sur le sujet d'avant, mais sur le cas de Greenpeace, qui leur a fait aussi très mal, c'est que les gens ont très vite associé, ce qui a fait très mal à Nestlé, les gens ont très vite associé KitKat au danger de l'huile de palme. Il faut savoir que l'huile de palme, c'est pas dangereux pour la santé, c'est moins dangereux que le beurre. En revanche, c'est très dangereux pour la santé des grands singes de Malaisie. Donc voilà, ce qui a propagé cette crise, c'est la croyance en amont des gens sur les dangers supposés de l'huile de palme. Merci beaucoup. Je te repasserai la parole, Fabien. J'aimerais peut-être qu'on ait un temps d'échange avec la salle s'il y a des questions sur les différents thèmes qu'on a évoqués. En général, la première question, c'est toujours difficile, mais je suis sûr qu'elle est très bien y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lui poser une question? Marie-Sylvestre, c'est ça? Oui. Ça va les faire partir. Ils vont partir dans les peut-être. Non. Donc, je crois avoir mieux compris ce que c'est qu'un la réputation. Donc je vais pouvoir l'expliquer à ma femme ce soir, je vous remercie. Et elle aussi. Moi, ce qui me gêne là-dedans, si j'ai bien compris certaines choses, c'est que c'est quand même d'être prisonnier souvent du court terme. C'est-à-dire à force de regarder ce qui se passe autour, à la minute, comme le font à la fois les hommes politiques, mais aussi les hommes d'entreprise. On a peut-être des tas d'informations, mais on finit par faire sa politique en fonction de ça. Or, toute grande chose, entre autres ce qui se fait ici dans le pépinière, c'est innover. Innover, c'est prendre un temps d'avance. Si on suit, et on suit l'île ou la réputation, on finit par faire ce qui est le moment. Et le moment, c'est bon pour les suiveurs, c'est pas bon pour les innovateurs, qu'ils soient en politique ou autre chose. On les voit en politique. Ceux qui foutent rien, c'est ceux qui ont le nez sur les sondages, la réputation, les machins, en disant garde-toi à gauche, garde-toi à droite. Résultat, le mec il sait plus où il va. Le matin, on lui dit dis donc Coco, tu vas plus là parce que c'est pas bien d'aller là, mais il faut aller visiter l'usine bidule parce qu'il y a ceci, cela. Pour moi, je ne sais pas si c'est bien mal, mais je sais que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. C'est quelqu'un bien connu qui avait une bonne réputation pour la plupart du temps. Et que c'est quand même un des problèmes, c'est un frein pour moi à l'innovation et à l'action. Je ne prendrai que l'exemple parce que c'est celui que je connais bien, c'est bien. Quand j'ai fait étudiant, si j'avais suivi, appelons ça à l'époque des sondages, appelons ça s'il y avait eu les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait. Parce que ça correspondait à aucun besoin, aucune envie, à rien du tout, quoi. Tout ce que j'ai fait correspondait à rien. Il n'y avait aucun besoin évoqué, aucun besoin exprimé. C'est moi qui ai créé le besoin et le marché. Alors, bon, je ne suis pas tout seul. En politique, si vous êtes suiveur, en gros, vous êtes un président médiocre, et puis vous avez quelques types qui ont été un peu des visionnaires, sans être... mais qui ont été des visionnaires et qui ont prévu le coup, on va dire les 2 ou 3 coups d'avant. On en connaît, on n'en croit pas les noms. L'un, il était très grand, il était un peu gothique, bon, il avait quand même un coup d'avance. Et que s'il avait été un suiveur, il n'aurait jamais rien compris au film, et aujourd'hui on n'en parlerait plus. Donc le problème est là, c'est qu'il faut faire attention, d'après moi, à tous ces problèmes, ne pas être prisonnier. Le SMS a été inventé juste comme une petite fonctionnalité qui permettait à l'opérateur, au fabricant de téléphone, d'envoyer un message texte au cas où l'opérateur et le téléphone planteraient. Les jeunes se sont appropriés ça de manière massive. Donc, parfois, les gens font autre chose d'un produit que vous lancez, une technologie que vous lancez. Et cette capacité d'appropriation est une capacité formidable. Et donc moi je pense qu'il faut que les entreprises deviennent inspirées par leur communauté et qu'elles utilisent le web social, les outils de monitoring du web social pour s'inspirer de ce que simplement leurs clients pensent, disent, ressentent par rapport à quelque chose. Et juste pour finir, je voudrais dire que le web c'est à la fois, et c'est l'un des plus beaux paradoxes du web, c'est à la fois le média de l'instant, mais c'est aussi le média de la mémoire, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'en fait, le web permet d'aller puiser des choses, des archives, comme aucune autre technologie, aucun autre service n'avait jamais pu l'offrir dans l'histoire de l'humanité. Et il faut utiliser aussi le web, pas uniquement pour trouver l'instant, pour être soumis à l'instant, mais pour en fait prendre de la hauteur par rapport à la mémoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour,
Qu'est-ce que vous entendez par inspirationnel? Alors, ça, c'est la question courte. Sans faire de promotion, excessive, j'ai fait une note hier sur mon blog sur ce thème-là. Donc le reste de mon blog, c'est gilistique.com et j'ai fait une réponse là-dessus. Ce que j'appelle inspirationnel, c'est en fait avoir la capacité en fait, à décoder les émotions, à décoder les données, à décoder ça, et en faire une aide à la décision. C'est-à-dire que, en fait, je pense que les gens nous font un cadeau, d'une certaine manière, en s'exprimant sur la toile et en disant ce qu'ils pensent d'un produit, d'une technologie, d'un service, d'une personnalité, de n'importe quoi. Maintenant, il ne faut pas être dépendant de ça. Il ne faut pas réagir au premier tweet, etc. Ce n'est pas un problème que les gens ne vous aiment pas, qu'il y ait des gens qui ne vous aiment pas. Dans la vie, il y a des gens qui vous aiment, d'autres qui ne vous aiment pas, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas s'en émouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces émotions, tout ce que disent les gens sur vous, sur votre service, sur votre personnalité, sur votre marque, etc., eh bien, il faut savoir le lire, le capter, et puis le comprendre. Et cette compréhension de ce que les gens vous renvoient, qui repose sur votre capacité à faire le tri dans tout ça, et à essayer de repérer ce qui est justement source d'inspiration, et bien c'est ça que j'appelle inspirationnel. C'est-à-dire qu'il faut faire de ces données réputationnelles des sources d'inspiration pour décider finalement soit de continuer dans la même voie, soit de bouger un petit peu sa stratégie, soit de l'amender un petit peu, etc. Voilà, c'est ça. C'est en fait cette capacité à prendre le meilleur de ce que l'on vous dit, le plus intelligent de ce que l'on vous dit, pour en faire une aide à la décision dans la définition de votre stratégie. Merci. Il y avait une autre question, plusieurs, voilà, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous baissez le micro? Alors on va faire 1, 2 et 3. J'avais une question sur ce qu'on entend parler, on entend parler beaucoup ces derniers temps du droit à l'oubli, du droit à effacer le passé, effacer l'image qu'on a eue dans les années ou dans les mois précédents. Donc savoir ce que vous pensez du droit à l'oubli et surtout des outils qu'on pourrait utiliser pour effacer des anciennes choses qu'on aurait pu dire sur notre réputation dans le passé. C'est qu'on voit de plus en plus ça m'est déjà arrivé de tomber sur des sites qui disent oui, nous pouvons effacer ce qui vous est arrivé dans les mois précédents, nous pouvons nous occuper de ci, nous occuper de ça. Est-ce que ces outils sont vraiment importants? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ce genre de choses? Est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est une notion sur laquelle on va être assez critique autour de la table, mais peut-être Fabien un mot là-dessus, puisqu'on ne peut pas effacer, parce que je pense que c'est un peu la réponse, qu'est-ce qu'on peut quand même faire quand il s'agit de choses, j'imagine que c'est ta question, qui ne nous plaisent pas en tant que marque, par exemple, dans le cas d'une entreprise. Je ne sais pas si ce sera possible. Effectivement, je ne sais pas si on ouvre le débat ou pas, ça va être compliqué, mais moi je répondrais par la prévention, c'est de se dire que tout ce qu'on publie, tout ce qu'on partage sur Internet est public et il faut absolument pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Parce qu'il y aura toujours des robots russes, chinois, coréens, sud-américains qui ne respecteront pas forcément les règles européennes, puisque Google va être contraint de mettre un formulaire sur sa page. C'est déjà fait, ce ne sera pas le cas partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais contrôler Internet. Par définition, techniquement, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait encore deux questions. Je pense qu'on pourra échanger ensuite. On a pour coutume d'essayer de terminer vers 10h, 10h05, ce ne soit pas trop long, ça garantisse l'échange. Toutefois, je crois que c'était vous, bien sûr. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, il me semblait, qui avait levé la main? Oui, allez-y, on va vous passer le micro. Simplement revenir sur ce qui avait été dit au début, sur le fait qu'on ne pouvait plus vraiment parler d'irréputation, et sur le fait que ce qui était important, c'était l'interaction entre offline et online, qu'il fallait pouvoir suivre l'ensemble des conversations, sur l'ensemble des canaux, suivre l'information sur l'ensemble des canaux. Voilà, c'était quelque chose qui
je trouve est intéressant à développer. Donc je ne sais pas si vous pouviez en dire un peu plus. Ça s'adresse à tous en fait. Merci. En fait, votre question est intéressante, elle rejoint la précédente. Un client, par exemple, qui est mécontent et qui va exprimer son mécontentement sur son blog, sur ginesti.com, ou je crois que ça a déjà été le cas, ou sur un réseau social, forcément, ça ne va pas faire plaisir. En même temps, s'il est mécontent, c'est qu'il a eu une expérience client qui était désagréable. Donc, il y a une vraie cause derrière qu'il faut aller traiter. Et un client mécontent pour une entreprise, c'est dangereux dans deux cas. Un, quand il ne s'exprime pas, parce qu'on ne sait pas que le client a eu une expérience mécontente et du coup, on n'a aucun moyen d'améliorer son service client, d'aller chercher la faille dans le processus de fabrication, etc. Et deux, c'est un danger quand il s'exprime et que l'entreprise ne lui répond pas. Parce que là, il se sent en plus frustré, il a fait la démarche d'aller s'exprimer, il l'a dit, et ça, c'est une opportunité pour l'entreprise qu'il faut qu'elle saisisse. Merci beaucoup. Oui, une question. Juste une question, parce qu'en fait, j'ai du mal à saisir. On parle beaucoup de la réputation et du fait que les individus s'expriment, mais comment est-ce que vous arrivez à mesurer le poids de chacun? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut prendre en compte chaque consommateur, chaque expression, chaque personne comme si elle avait le même poids, mais c'est pas le cas. Donc comment est-ce que vous décidez si oui ou non on répond? Parce qu'on ne peut pas non plus répondre à tout le monde en tant que marque. À quel moment il faut adresser une critique ou un commentaire ou laisser même filer? Comment est-ce que vous jugez que ça est pertinent ou pas? Tu poses une question très pertinente qui, je pense, préoccupe beaucoup les gens qui s'intéressent à ces sujets dans les agences et d'ailleurs, parce que tu poses la question finalement de comment on restitue de la hiérarchie. On parlait de mythe tout à l'heure, on aurait pu parler d'un des mythes, c'est de dire, voilà, puisque chacun s'exprime et que tout est horizontal, tout le monde a le même poids. Non. Et beaucoup d'institutions d'ailleurs, y compris non lucratives, on a reçu Michel ici, il y a quelques mois, essayent de restituer de la hiérarchie dans ceux qui s'expriment. Et cette hiérarchie, parfois, elle se restitue d'ailleurs assez naturellement. Il y a des métriques, il y a des choses qui mesurent un petit peu. Elles sont critiquées, elles sont critiquables, les followers, l'audience, le nombre de likes, etc. Mais ça restitue petit à petit, avec la trace du net, une hiérarchie. Du coup, j'aimerais passer la parole peut-être de toi, Christophe, sur cette question de comment se restitue finalement cette hiérarchie sur le web, qui donne à certains une autorité, je crois que c'est le mot, et à d'autres moins d'autorité. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis d'accord tout à fait avec ce que tu viens de dire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de foule et d'influence plutôt que d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant n'est pas une personne, un individu isolé. On n'a pas d'influence propre. Voilà. On a une influence parce qu'on va générer un mouvement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ces choses-là à travers les phénomènes de foule, non pas à travers des individus isolés. Il ne faut pas donner une prime. Le mythe du blogueur super influent qui va vous casser la baraque, ça n'existe pas. En fait, le blogueur n'est rien sans ses followers, sans les gens qui commentent, et sans les gens qui vont reprendre, qui vont retweeter, qui vont, etc. Chez Edelman, où je travaillais précédemment, on avait identifié qu'il y avait 5 familles de personnes influentes sur la toile. Il y a ceux qui créent des idées, ceux qui les commentent, ceux qui les amplifient, ceux qui font de la curation et les spectateurs, et ceux qui les voient. Et qu'en fait, on ne peut pas limiter l'influence, cette notion d'influence, à uniquement la première catégorie de ceux qui créent des idées. Donc plutôt que de vous intéresser à quelqu'un, est-ce qu'il est influent en lui-même, est-ce qu'il a 3000 followers ou que sais-je sur Twitter, intéressez-vous à sa capacité à créer du mouvement, à créer du flux. Et en fait, intéressez-vous à un consommateur mécontent à partir du moment où il a intéressez-vous toujours au consommateur, mais intéressez-vous à des phénomènes réputationnels si vous voyez que le mouvement est entamé, c'est qu'il y a une dynamique derrière ça. Parce que, comme le disait tout à l'heure Vincent, c'est pas un problème que les gens, il y a des tonnes de gens qui ne sont pas contents. Moi, je dis souvent qu'il vaut mieux créer un mécontent qu'un déçu. Parce qu'un déçu, il va avoir une énergie supplémentaire, c'est que vous allez vous ruiner la vie. Le mécontent, il n'est pas content, il vous dit, il n'aime pas ce produit, il passe à autre chose.
chose que je n'aime pas, c'est pas un problème. D'accord? Un déçu, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui a été déçu, qui a été pris, etc. Si vous n'avez pas fait le job et que vous identifiez non pas un mécontent mais un déçu, ben là, dans ce cas-là, il faut vous inquiéter. Mais votre question pose également ouvre plutôt la porte sur un débat de fond qu'on ne va pas avoir aujourd'hui. C'est que de plus en plus de marques grand public désinvestissent massivement sur leur plateau d'appel téléphonique et investissent massivement sur les stratégies de community management, c'est-à-dire que finalement le service client se déplace de plus en plus en ligne. Il y a des grandes marques comme SFR notamment qui a annoncé des investissements massifs pour déporter le service client vers la toile et de plus en faire des plateaux téléphoniques. Voilà. Donc voilà, ça pose des vraies questions. Merci. Comme je vous le disais, il est 10h. On va poursuivre. Pour ceux qui le peuvent, l'échange autour d'un café, c'est toujours le plaisir de faire ça. En un mot, parce que je voudrais remercier tous ceux qui sont venus au fur et à mesure de ces petits déjeuners, plus de 600 personnes. Vous étiez très nombreux encore ce matin à être là. Je voudrais remercier la Pépinière 27, René Sylvestre, tous ceux qui ont participé, anciens invités, Frédéric Dabi ou des clients qui sont là ce matin, Dominique Delca notamment, Mathieu Impré, d'autres qui sont venus. Et vous remercier aussi d'être là ce matin. Et bien sûr, nos invités, Loïc Benin, Christophe Giniski, Fabien Grenier, que vous pouvez chaleureusement applaudir pour la N'hésitez pas à prendre la synthèse que j'ai tenté de rédiger si le contenu vous intéresse. Et n'hésitez pas à revenir me voir à partir de septembre pour le nouveau cycle que j'aurai la chance de reprendre. Merci à tous.